après un petit séjour aux urgences hier, je tenais à être là ce soir pour vous dire au revoir pour la dernière émission de la saison. Mais rassurez-vous, je serai de retour et en pleine forme le dimanche 25 août. L'émission La Libre Antenne, elle ne prend pas de vacances. Vous avez retrouvé Sophie hier soir qui sera à vos côtés pendant les nuits du mois d'août. Sophie que j'embrasse très fort et que je remercie infiniment car elle m'a permis de me reposer hier en prenant bien soin de vous comme elle le fait si bien. Et dès dimanche, c'est auprès de Caroline Veil que vous pourrez vous confier à ce même numéro. Pour l'heure, nous sommes ensemble encore pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour me parler de vous et pour m'envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Merci beaucoup pour vos messages de sympathie qui me touchent énormément. Vos mails également sur le site europe1.fr. Toute l'équipe est là pour vous accueillir. Jeanne et Paul au 39 21 et Philippe Chartier bien sûr aux commandes de l'émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'espère que vous allez mieux. Oui, je vous remercie. Oui, bon. je vais mieux. Voilà. Alors c'est parfait. Les vacances vont s'annoncer. Oui, ça va être. Elles vont arriver vraiment à point nommé. Je vous remercie. Bon, moi je vous appelle parce que je suis avec un gros souci à gérer. Je ne sais pas comment gérer ça et j'ai besoin de vos lumières. Oui. Pour faire court, j'ai de sérieux problèmes relationnels avec ma maman qui a 82 ans. Ça fait pratiquement 10 mois qu'on ne se fréquente plus, mais ça c'est un historique au-delà de la maladie qu'elle est en train de développer. Oui. Et elle souffre je pense pas que ça soit Alzheimer, mais elle souffre de ce qu'on appelle la démence sénile. Et qui fait des dégâts pratiquement aussi importants qu'Alzheimer en tout cas. Oui. Et j'ai été, ce qui s'est passé aujourd'hui, ma journée a été assez horrible puisque j'ai été contactée ce matin à 10h30 par un de mes cousins qui habite à l'autre bout de la France, me disant, moi j'habite le même département que ma maman, en me disant, écoute, va vite voir ta maman, il se passe quelque chose de très grave, elle s'est fait cambrioler dans la nuit, elle a plus rien, elle a absolument plus rien, elle n'a même plus 1 euro pour pouvoir manger, enfin bref, donc peu importe les relations que vous avez toutes les deux, tu mets ton orgueil de côté, tu prends la route et tu y vas. Ok, j'ai pris la route, j'y suis allée. Oui. D'abord, comme ça faisait 10 mois que j'avais pas de contact avec ma maman, j'ai pris le soin de l'appeler par téléphone pour vérifier que c'était vrai. Effectivement, elle était en choc émotionnel, elle pleurait, elle me disait qu'elle pouvait même pas me parler, qu'elle tenait pas debout parce elle s'était fait cambrioler. Donc mon mari et moi, nous avons pris la route, on a fait nos 2 heures de route et on est arrivé chez elle. Et là, je suis rentrée dans une maison qui était pas cambriolée du tout. Ma maman était très calme, avec un ouvrage de crochet à la main, un ouvrage d'ailleurs de crochet qui était tout à fait régulier pour quelqu'un qui souffre justement de ce genre de pathologie, et qui m'a accueillie normalement, qui quand je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé, on m'a cambriolé, je dis bon ok mais maman qu'est-ce qu'on t'a pris? Ah, je ne sais pas, j'ai pas trouvé encore ce qu'on m'a pris, mais je vais le découvrir au fur et à mesure. Donc je suis rentrée dans la maison pour voir. La maison était elle n'était pas dérangée ni mis en souk comme si quelqu'un était venu chercher ou voler, ou tout était tout à fait normal. Il n'y avait pas de désordre, les volets n'étaient pas abîmés, il n'y avait pas d'effraction, enfin il n'y avait rien. Donc je lui ai demandé si on lui avait volé son argent. Elle me dit non. J'avais été me prendre un petit peu d'argent au Distribank il y a 3 jours, mais ils l'ont pas trouvé, donc j'ai tout. Oui. Est-ce que ton frigo est plein? Oui, mon frigo est plein, mais de toute façon, je mange plus, je ne vis qu'avec du café. Effectivement, elle est très maigre. Pardon? Elle est très maigre. Elle est très très maigre. Elle a plus que la peau sous les os. Elle ne veut absolument pas entendre ni d'aide, ni d'avis médical, rien. Oui, rien, elle voit pas de médecin, elle voit son. Non, elle refuse. Oui, elle est en danger là. Elle peut pas rester vivre seule. Elle est en danger. Oui. Et le problème que j'ai, c'est que
Elle a vraiment une parano sur son voisin. Et ce pauvre homme qui, effectivement, bon, peut-être que c'est pas quelqu'un de rigolo, mais c'est pas quelqu'un non plus qui va la tuer. Elle est persuadée qu'il veut venir chez elle, s'introduire chez elle, la tuer, faire je sais pas quoi. Oui, donc elle doit être très angoissée. Ben oui. Forcément, oui. si elle est convaincue de cela. Donc, ouais. Alors, le problème, c'est que voilà, moi j'ai également une maman qui est manipulatrice aussi. Et je n'arrive pas à faire la part des choses entre la partie maladie et la partie manipulation. Oui, mais il faudrait justement faire un bilan, enfin qu'elle soit vue dans un service spécialisé par un gérontologue. Il y a maintenant des examens, enfin complémentaires, déjà à l'entretien clinique, et puis avec déjà un bon entretien clinique, avec un médecin spécialisé, et en plus avec maintenant l'appui d'examens complémentaires, on pourra tout à fait voir ce qu'il en est. Voyez, alors, il faut un bilan, une hospitalisation. Voilà, vous me parliez de démence sénile en même temps. C'est qu'à un moment, ce diagnostic a été posé. Oui, parce qu'elle avait déjà eu des signes de faiblesse à ce niveau-là et on avait déjà essayé. On est 4 sœurs. Sur les 4, il y en a 2 qui sont totalement conscientes de la situation et 2 autres il y en a une qui commence à prendre conscience, mais il y en a une par contre qui est dans un tel déni qu'elle me reproche quand je veux aider ma maman. Il y a un an, par exemple, il y a 10 mois, quand j'ai voulu aider ma maman pour justement la faire médicaliser, pour essayer de stabiliser son état, cette sœur qui est dans le déni m'a hurlé dessus en me disant que je n'avais pas à m'insurger dans la vie de ma mère et que quelque part, c'était pas ma mère le problème, mais moi. Et elle a rappelé ma mère derrière en disant fais attention parce que Sylvie te prend pour une folle. Or, c'est pas du tout mon truc. Moi, je voulais juste essayer de protéger ma maman puisqu'elle se met en danger. C'est inapproprié que votre sœur ait fait ça parce qu'en plus, c'est angoisser encore plus votre mère, c'est envenimer vos relations. Elle est très proche de votre mère, cette sœur-là ? C'est très particulier leur relation. Certainement. C'est oui, très parce qu'elle mais en même temps très proche. Elle ne l'aide pas en faisant ça. Votre mère, elle règle des problèmes personnels à travers ça, mais votre mère, elle a besoin de soins, d'être entourée. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que moi, ce matin, si vous voulez, j'ai appelé parce que ma maman, ce matin, est allée à la gendarmerie elle-même de sa commune en faisant savoir qu'elle avait été cambriolée. Quand je me suis rendue chez elle, moi j'ai appelé le commissariat. J'ai eu un gendarme qui m'a dit oui, effectivement, votre maman est venue ce matin. D'accord. Elle nous a expliqué qu'elle s'est fait cambrioler. Elle nous a montré des sacs vides qui, à mon avis, d'après le gendarme, avaient l'air d'être des sacs qui étaient laissés à l'abandon depuis fort longtemps, dans lesquels il n'y avait plus rien. Et il me dit maintenant, soyons clairs, votre maman, elle est connue chez nous et on sait pertinemment qu'elle perd la tête. Bon. Donc, soit on y va cet après-midi, soit les faits sont avérés et on fait ce qu'il faut, soit les faits ne sont pas avérés et dans ce cas-là, il faudra voir ensemble. Donc, ça sous-entendait qu'effectivement, il faille prendre des décisions. Oui. Le problème que j'ai, c'est pour ça que je vous appelle. Tout ça, si vous voulez, le fait de faire voir par un médecin, etc., tout ça, je connais. Le problème que j'ai, c'est cette fameuse sœur qui me pose un souci énorme avec laquelle je n'ai plus la possibilité de communiquer tellement c'est volcanique, tellement c'est une furie. Le problème, c'est que maintenant que la gendarmerie est au courant que ma maman perd la tête, en plus, elle continue de conduire, cette femme. Votre mère pour moi, elle est en danger. Votre mère continue à conduire ? Oui, elle continue de conduire. Si je ne fais rien pour ne pas envenimer les relations familiales, je laisse ma mère en danger et je ne pense pas que ça soit très intelligent. En revanche, si je bouge, je vais obligatoirement, d'une part, avoir ma mère sur le dos parce qu'elle refuse tout ce qui est aide extérieure, mais je vais également avoir ma sœur qui est persuadée que je monte un complot. Oui, mais enfin, votre sœur, à un moment, écoutez, elle verra, elle rencontrera les médecins qui s'occuperaient de votre mère et qui lui expliqueront quand même ce qu'il en est. Et au départ, même les familles qui sont dans le déni, qui ne veulent pas voir, c'est là où les examens complémentaires peuvent aider considérablement. On peut faire des IRM, on peut voir où on leur met quand même presque la preuve sous le nez qu'il y a réellement un problème et que c'est pas simplement une interprétation ou un complot ourdi par un autre membre de la famille. C'est là où, pour le coup, ça peut aider dans des situations comme ça très bloquées. Vous voyez, où c'est pas avant, il y avait l'entretien clinique, mais il n'y avait pas l'appui de tous ces examens complémentaires et qui peuvent aider à débloquer des situations parfois même les plus fermées. Oui, mais pour ça, il faut que j'ai une maman qui soit d'accord.
Elle refuse tout. Alors comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, finalement, dans l'histoire, si j'essaie de respecter le souhait de ma mère, je ne fais rien. Mais si je ne fais rien et qu'elle crée un accident, tout simplement, je peux avoir la gendarmerie qui vient me voir en me disant « Attendez, madame, on vous avait prévenu, vous n'avez rien fait ». Oui, Moi, non, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Elle a bien un médecin généraliste, votre mère, quand même. Oui, bon. Mais elle veut même pas que. Oui, mais il faut voir avec ce médecin généraliste. Il faut voir avec un autre médecin et la faire hospitaliser. Hein. Je crois que vous n'aurez pas le choix et qu'il y ait un bilan de fait. Donc, il faut essayer de la convaincre. On n'y arrive pas. Ça fait 2 ans qu'on essaie. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que le problème dans ces cas-là, le problème, c'est quand il y a des démences où en plus les personnes imaginent qu'elles sont cambriolées. C'est assez fréquent qu'on les vole, qu'on vient les voler, qu'on leur en veut. C'est vrai qu'elles sont enfermées dans quelque chose d'une persécution. Donc elles voient tout comme un complot. C'est pour ça que si votre sœur en rajoute, là elle va dans le sens du délire de votre mère. Donc ça n'aide pas. Vous voyez, elle envenime la situation. Mais bon, peut-être que en lui disant le médecin pourrait déjà venir la voir, peut-être que de vous elle peut pas entendre, mais que d'un médecin elle entendrait mieux, en disant qu'on a besoin de l'hospitaliser, enfin de faire un petit peu le point, même en ambulatoire, pour faire un bilan. Oui. Vous voyez, de la part d'un médecin, parfois on entend un peu mieux. Et pas en partant de ça, en disant, on peut vous faire hospitaliser, même en rentrant un peu dans son délire. Si vous vous sentez en danger chez vous, vous venez d'être cambriolé, vous avez un voisin vous vous sentez plus en sécurité chez vous, on peut vous hospitaliser quelque temps, vous serez en sécurité et pendant ce temps-là, on s'occupera comme ça de vous. Bon. Le médecin peut aussi tenir un discours un peu rassurant comme ça permet de l'hospitaliser, de faire un peu le point, voir ce qu'il en est déjà. De quoi elle souffre véritablement. Outre l'avis de maman, il faut que j'appelle son médecin. Et oui, que je fasse déjà voir avec le. Quoi. Oui, bien sûr, vous appelez son médecin traitant en expliquant ce qu'il en est, qu'il y a eu cet événement-là, qui lui, en plus. Bon, je vous dis, parfois de la famille, la personne admet en plus mal venant des enfants parce qu'elle veut quand même garder sa dignité, son autorité, d'autant que vous étiez en froid pendant un certain temps, qu'il y a un conflit avec une autre sœur, donc tout ça ne favorise pas les relations de confiance, outre le fait que si elle souffre de démence. Mais un médecin peut faire plus autorité et peut prendre un biais. Et le biais aussi l'hospitaliser pour la mettre en sécurité. D'accord. Pendant quelque temps. Et pendant ce temps-là, on irait quand même, je vous trouve assez affaibli, un peu trop maigre. On pourrait comme ça un peu faire le point, voir si vous ne souffrez pas de quelque chose. Vous voyez ? Elle tient plus debout là. Oui, voilà, le médecin peut dire, je vous trouve quand même très très affaibli. On va voir un peu, ça serait bien que vous vous reposiez quelque temps. Bon, les médecins savent quand même parler dans ces situations-là. Pardon ? Les médecins sont confrontés à ces situations-là et savent trouver les arguments que l'on n'a pas nous forcément parce que c'est compliqué. Il y a trop d'enjeux affectifs. Alors, le deuxième conseil que j'ai besoin d'avoir, je vais faire le nécessaire, moi, parce qu'effectivement, je ne peux pas vivre comme ça, en la sachant aussi mal. Mais il est certain que je vais avoir, donc, cette fameuse sœur qui est dans le déni, contre moi, mais quand je vous dis contre moi, c'est une tornade. Oui, mais bon, si vraiment elle se met contre vous, il faut la. C'est-à-dire que vous craignez qu'elle s'en prenne à vous. Comment quand vous parlez de tornade? C'est violent, c'est très très violent, moralement. Oui, mais alors vous lui dites, bon, maintenant, elle est proche de vous géographiquement? Non. C'est au téléphone. Oui, c'est au téléphone. Bon, mais écoutez, vous, à ce moment-là, vous ne la prenez même. Vous lui dites une fois, dire maintenant ça suffit. Je n'accepte plus cette violence-là. Tu refuses de voir la réalité que maman a besoin d'aide. Donc maintenant, nous mettons en place. Moi, ce qui m'importe. Moi, lui dire maintenant, je ne veux plus entendre tes arguments complètement fallacieux. Ce qui m'importe, c'est le bien-être de maman. Au revoir et tu arrêtes de m'importuner.
Et si elle vous appelle, vous ne répondez plus. Vous voyez, il faut la tenir à l'écart, là. Faut pas rentrer dans son jeu non plus, où elle aussi, finalement, vous persécute. Avec ses appels, elle a un problème, elle, à réagir comme ça. Vous voyez, elle règle des comptes de rivalité avec vous, via sa mère, mais là, elle réagit presque c'est des choses, des conflits infantiles qui remontent à la surface, alors qu'on est dans une situation de gravité, de vieille dame qui ne va pas bien, qui a besoin d'aide, qui est déjà dans un mauvais état physique, et semble-t-il, qui est dans un délire, un peu de persécution et autres. Donc, il s'agit plus de régler des comptes de l'enfance ou autre, là. C'est sûr, voyez, c'est pas l'heure, bon, donc c'est pour ça, vous lui dites quand même très clairement, dire écoute, maintenant ça suffit de m'importuner et de te comporter comme tu le fais, tu me laisses tranquille. Nous, et vous pouvez dire, on va prendre les décisions qui s'imposent par rapport à l'état de santé de notre mère. C'est exactement ce que j'ai voulu faire il y a 10 mois. Le problème, c'est qu'il y a 10 mois, quand cette sœur m'a téléphoné, je n'ai pas pu en placer une tellement elle hurle au téléphone. Eh bien, dans ces cas-là, vous raccrochez. Dans ces cas-là, vous raccrochez. Dire, moi, je ne parle pas avec quelqu'un qui hurle de la sorte. D'accord. Dire, c'est pas possible de parler avec toi. Je parlerai avec toi quand tu te seras calmé. Voyez, vous ne vous laissez pas intimider, envahir, tyranniser, harceler, je dirais, par quelqu'un qui est dans cet état-là et qui va pas bien elle-même. D'accord. Elle-même aurait besoin de soins. Bon, c'est pas à vous de lui dire, mais enfin, ça la met là. Vous savez, il y a aussi des enfants, même s'ils sont largement adultes, qui ne supportent pas de voir vieillir leurs parents et se dégrader. Et du coup, le déni est un mécanisme de défense qui protège, parce que ça les angoisse trop. Oui, mais ça, je le conçois tout à fait. Et peut-être que si elle est dans cet état-là, c'est qu'elle est horriblement angoissée. Mais bon, pour autant, il ne faut pas qu'elle vous envahisse comme elle le fait de façon aussi violente. Voyez, donc dans ces cas-là, si elle vous appelle et qu'elle hurle tellement que vous ne pouvez pas placer un mot, vous lui dites il est impossible de discuter. Tu hurles et on ne peut pas parler. J'accepterai de parler avec toi, mais quand tu seras plus calme et qu'on pourra réellement parler. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline, vraiment beaucoup. Mais je vous en prie. J'ai 2 messages là pour vous. Il y a Annabelle qui dit du fait de sa maladie, si elle a une démence, elle peut avoir une mauvaise, évidemment, perception de son environnement. Il faut consulter un gériatre et, en tout cas, être dans un service spécialisé, on fera un bilan. Annabelle qui dit que vous pouvez aussi la mettre sous mesure de protection juridique. Et quelqu'un dit, vous pouvez demander une mise sous curatelle. Ce qui est possible. Effectivement, ce qui est en général, s'il y a un diagnostic tel de démence, ça suit. Oui, je comprends bien. Évidemment. Après, vous n'avez pas le choix. Là aussi, ça fait partie des mesures de protection. Vous voyez, quand il y a un tel diagnostic de poser. Et puis il y a Robert d'Étampes qui dit pensez à votre mère, c'est la priorité. Et pour le moment, ignorez votre sœur. Soyez forte. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Oui. Écoutez, je remercie les auditeurs et puis vraiment beaucoup votre écoute et je vais suivre vos conseils. Bon courage à vous, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Bonsoir, André. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Écoutez, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux, oui. Oui, d'accord. Je sais, vous avez des petits ennuis. Oui, j'ai eu... oui. Voilà, d'accord. Ça arrive. Ça arrive, oui, tout à fait. Voilà. J'étais un peu flagada, un peu... Bon, voilà, mais les vacances vont passer par là et voilà. Bon, écoutez, c'est un petit séjour... Quand on va dans les hôpitaux, séjour aux urgences et tout, on se rend compte que vraiment... il y a beaucoup je connais parce que j'ai travaillé au SAMU. Alors oui, écoutez, moi j'ai été à chaque fois, je suis touchée par la bienveillance des gens qui y travaillent, la gentillesse et le. Pas toujours. Pas toujours. Écoutez, moi hier j'ai été vraiment très bien prise en charge. Aux urgences écoutez, j'ai une histoire banale de Panari qui a dégénéré et en urgence je me suis retrouvée au bloc, avec une anesthésie qui s'est pas très bien passée en plus, une intolérance. Donc voilà, un truc bête et qui s'est pas très bien emmanché, tout, voilà. Mais bon. Maintenant, ça s'est arrangé. Maintenant, ça va, puisque je suis là, revenu pour vous dire, voilà. C'est vrai que je suis bête, oui. Oui. Voilà. Bon, je vais aller droit au but, je suis orphelin déjà. Je vous raconte pas trop ma vie. Je suis orphelin. J'étais
orphelinat jusqu'à 18 ans. Déjà, ça se passait pas trop mal. Et puis, il y a un éducateur qui était assez violent. Moi, j'avais fait une bêtise. J'avais pris des confitures, tout ça, dans les cuisines dans la nuit. Et puis, bon, oui. Voilà. Donc, il m'a foutu une trempe. Mais alors, carabinée, hein. Vous voyez, à l'époque, voilà. Oui. Et j'ai senti en moi, quand j'avais reçu la trempe, je suis rentré dans le dortoir, tout ça, une chaleur. Et je le voyais en face de moi. Bon, c'est tout, puis c'est banal. Il a pris sa Lambretta, à l'époque c'était Vespa Lambretta. Oui. Le lendemain, mais il s'est planté dans un arbre. Bon. Il est mort ? Oui, il s'est planté dans un arbre, et il est devenu tétraplégique. Tétra, c'est les 4. Oui, je sais, oui. Je fais pas de dessin. Voilà, oui. Bon, ça c'est une chose, je vous raconte pas tout. Le deuxième cas. Je me suis marié, tout ça, et ma femme a fait un coup de canif dans le contrat. Oui. Bon, alors elle m'a dit, est-ce que tu me pardonnes ? J'ai dit, je te pardonne, bien sûr, mais j'oublie pas. 3 semaines après, elle a eu une infection à l'intestin. Bon. Après, éventration. Après, embolie. Et après, congestion cérébrale. Et elle est décédée à table. Oh là là. Ouais. Bon. Alors là, c'est vraiment... mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pareil, j'ai senti une chaleur me venir. Et j'avais sa photo, même quand elle n'était pas là, bien sûr. Et hop, puis ça se passait... Une chaleur, vous venir comment ça, à quel moment ? Ça montait à la tête. Ça monte à la tête. Mais quand vous êtes en colère, quand vous apprenez le décès... J'évite la colère quand j'ai des fois, on a des petits conflits avec Pierre-Paul Jacques. Oui. Moi, j'évite la colère parce que j'ai quand même 18 ans de judo derrière moi. J'ai un self-contrôle. Oui, en effet, oui. Et puis je me dis, toujours en moi-même, je me dis, avec le dialogue et du bon sens, on arrive toujours. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est vrai. Il y a des gens qui ne comprennent que le rapport de force, malheureusement. Oui. Voilà. Oui. Bon, je ne vous cite pas encore, j'ai eu des personnes qui ont eu des gros problèmes parce que je me suis fâché avec, qui comprenaient rien, Et là, c'est récemment, il y a 3 mois, il y a un voisin, on a un parking mais pas numéroté, vous voyez. Mais ce voisin a toujours l'habitude de se mettre à la même place. Oui. Vous voyez, c'est des habitudes comme ça, puis c'est tout. Puis un jour, je lui ai pris sa place. Mais sans faire attention, quoi. Oui. Alors, il m'a invectivé, il m'a traité de tout. Enfin, je vous passe les noms d'oiseaux. Et alors, le lendemain, j'ai été le voir. Je lui ai dit, mais écoutez... j'ai oublié. Je lui ai dit, écoutez, c'est simple. Je prends la voiture, je m'en vais et vous prenez votre place. Et moi, je vais en trouver une autre. Oui. Pour pas, vous comprenez. Oui. Quoique, il y en a qui se battent pour des places de parking. Voilà. Oui. Et et puis le lendemain, j'ai été le trouver pour voir un petit peu. Ouais, va te faire, tous les mots d'oiseaux. La rage n'était pas redescendue. Tous les voisins étaient à la fenêtre et tout ça. Bon. Et moi, j'ai toujours mon self-control. Je lui dis, mais c'est pas à peine de crier, essayer de... Non, il n'y avait rien à faire, mais c'était des trucs de fou, ils voulaient me tuer, enfin du truc de fou pour une place de parking. C'est fou. On vit dans un monde de fous. Oui, parfois. Je suis rentré chez moi, pareil, une chaleur qui m'a monté à la tête, et je le voyais devant moi. Hop, ça dure 20 secondes, c'est fini. Puis je passe à autre chose, Et 3 semaines après, il s'est planté dans un arbre en allant au travail, dans un platane. C'est pas vrai. Mais il est décédé. Lui, il est hémiplégique. Oh. Alors là, mais écoutez, qu'est-ce que vous... Oui, quelle question vous posez je me pose... j'ose même plus... j'évite le maximum de me fâcher avec... même pas une parole. Mais c'est terrible, oui, parce que vous avez peur de porter la poisse, en fait. Vous pensez que vous portez la poisse. Vous avez entièrement raison. Ou l'œil, le mauvais œil, comme on dit dans certaines cultures. Je cherche pas, et puis j'ai pas de rancune, si vous voulez.
Je ne dis pas, il va lui arriver ça. Non, au contraire. La malédiction des 3 corbeaux qui arrive sur Europe 1, c'est vous en fait, André. C'est ça, c'est vous nous le faites avant là, un petit épisode. Mais bon, vous vivez comme tel, comme pouvant porter la shkoumoun. Oui, parce que j'ai tellement de cas. Je vous ai expliqué 3 cas parce que comme ça, je sais qu'il y a des auditeurs qui attendent et puis je veux pas. Entamer ou à chaque fois, c'est des gens qui vous ont, à des degrés divers évidemment, mais fait du mal. Vous étiez dans une situation où ils s'en sont pris à vous et ça se finit très mal pour eux. Voilà. Alors certains parleraient vous savez, pensent qu'il y a une justice divine. Il y a des gens qui ont cette idée-là que tout se paie et que finalement il y a cette justice divine. Donc c'est pas vous pensez que vous porteriez la poisse. Alors pas aux gens, il y en a pas aux gens que vous aimez, mais à des gens quand vous vous fâchez avec eux. Et c'est pas vous qui vous fâchez, c'est. Non, j'essaye toujours d'arranger. Il vaut mieux pas. Alors cela dit, vous devriez faire passer le message à tous les gens autour de vous. Attention, ne m'attaquez pas parce que ça peut mal finir pour vous. Il y a des gens très gentils. Je vois pas tout noir. Hein. Oui, non, mais non. Vous m'avez l'air d'être un bon vivant malgré tout. Oui. Et vous savez, Caroline, il y a aussi le contraire. Oui. Il y a des gens, comme j'étais orphelin, pas tout, je joue pas toute ma vie. J'ai eu des ennuis, j'ai eu des. C'est pas facile tout seul à lutter, à se défendre dans la vie. Mais il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont été très gentils avec moi et qui sont. Tout leur sourit. Tout va bien. Il y a Zach qui dit attention, raccrochez tout de suite parce que le panari de Caroline va devenir une septicémie géante. Non. Je crois que par téléphone, ça passe pas. La perfusion est pas assez grande. Puis bon, c'est bon, on m'a tout enlevé, là, c'est bon, on m'a même enlevé un bout de doigt, donc ça va aller. Dites donc. Ils ont creusé bien profond. Non, mais attendez, mais moi, je vais bien prendre soin de pas vous mettre en pétard, André. Non, mais par téléphone, vous savez, non, mais ça va, je suis pas. La perfusion est pas assez grande pour. Non, mais c'est intéressant parce que vous m'avez dit d'emblée que vous étiez orphelin. Oui. Et c'est comme si vous aviez, comme je sais pas, alors, à la fois une étoile noire, quelque chose qui où vous pouviez porter malheur. C'est intéressant dans cette idée que. Pour moi, je cherche pas. Non, mais je sais bien, vous ne le cherchez pas. Mais c'est comme si, est-ce que vous vous êtes pas construit à travers votre histoire une idée comme s'il y avait on veut toujours chercher du sens à des événements, et moi on pourrait voir, vous voyez, un esprit plus cartésien verrait malheureusement l'éducateur là qui vous a vraiment très sévèrement, violemment réprimandé. À l'époque, c'était comme ça. C'était malheureusement, les sanctions à cette époque-là. Pour autant, ça méritait pas évidemment que cet homme meure. Mais cet homme, personne l'a tué. Il a pris sa moto. Il a eu un accident, ce qui malheureusement arrive tous les jours. Oui, voilà. Tous les jours. Vous avez travaillé au SAMU, vous le savez ça. Mais j'étais voir un psychologue. Je lui ai expliqué. Il m'a dit je comprends pas. Pour moi, ça me dépasse. Si le psychologue. Parce que je lui ai expliqué d'autres cas. Moi, j'ai cité l'émission 3 cas. Je vous dis, oui, mais après, pareil, votre épouse qui se sentait coupable, est-ce que tu vas me pardonner? Oui, j'ai pardonné, mais malheureusement, pas. Oui, mais non, mais et alors, mais pour autant, vous savez, je vais vous dire, André, vous auriez même pu, combien même, vous auriez eu, on peut avoir par moment des souhaits de mort. Ah non, pas moi, non. Non, mais j'ai pas dit vous. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des fantasmes de mort sur quelqu'un, ou qu'on envoie à quelqu'un. Oui, mais là, c'est un petit peu pensées. Névrosé, hein. Ça peut être sous le coup d'une violente colère, ça peut être mais ça fait pas mourir. Souhaiter la mort à quelqu'un, ça fait pas mourir cette personne. Oui, mais enfin, c'est pas Non, bien. mais je dis pas que c'est bien ou pas bien, je me positionne pas là-dessus. Ça ne fait pas mourir cette personne. Ah oui, tout à fait, oui. Mais moi, c'est automatique. Mais moi, je vais vous dire, quand vous dites ce psychologue dit je comprends pas. Je sais pas il ne comprenait pas. Moi, je pense.
Alors il y a Habib qui dit vous devriez aller voir un marabout, il a l'œil. Ah oui, mais il prend cher. Ou alors Il prend cher le marabout. C'est ça. Vous préférez m'appeler? Oui, c'est plus, ça coûte moins cher. Et puis je crois que c'est la meilleure solution. Non mais je me dis, c'est que je suis frappée par la façon aussi. Ça compte la façon dont on se présente. Et vous vous êtes présenté d'emblée en disant je suis orphelin. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a des choses à comprendre dans ce pan de votre histoire. Comme si, dans ce que vous avez vécu, certainement comme une douleur, peut-être une malédiction, qu'est-ce qui vous frappait vous? Pourquoi vous? Peut-être un sentiment de culpabilité. Pourquoi moi? Je me suis retrouvée dans cette situation. Mais il y en avait d'autres, il n'y avait pas que moi. Hein. Non, mais bien sûr, mais en l'occurrence, il s'agissait de vous. Pourquoi un enfant qui est abandonné par ses parents... Je le savais. Oui, Pourquoi? mais il se demande toujours pourquoi. Néanmoins, non, on n'a pas voulu de lui. On a fait des recherches, Caroline. Ma mère était alcoolique et mon père, c'est l'éducateur, un autre éducateur qui a fait une enquête, par la DAS et tout ça. Et mon père, c'était un braqueur. Tueur, enfin, il fait la prison à vie, quoi. Voilà. Alors, j'ai bâclé tout ça, puis j'ai dit, je veux même pas entendre parler, quoi. Voilà, même pas avoir de contact avec lui, pour pas avoir de mauvaise, dans ma tête, je voulais oublier, voilà, gommer, voilà. Et donc, je me suis construit tout seul. Oui, vous êtes construit en même temps avec une image. On se construit jamais tout seul, on se construit toujours en référence avec des parents, des images, des figures parentales, même imaginaires dans la tête. Oui, il y a des éducateurs comme et des éducateurs qui vous ont construit aussi. On peut pas se construire seul. Vous êtes construit avec d'autres référentes, avec d'autres images, et peut-être aussi avec un sentiment de culpabilité. Ah, peut-être aussi. Oui, parce que moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites là, de ces trois versions que vous me donnez. Oui, et là c'est que trois, mais il y en a bien d'autres. Oui, mais c'est de la culpabilité. C'est qu'au fond, vous vous sentez responsable. Ah oui, je me dis qui va pas alors moi. Oui, alors qu'en fait, ces personnes sont décédées parce qu'à ce moment-là, il y a eu un enchaînement de circonstances. L'éducateur a pris sa moto, il a eu un accident. Votre épouse, elle a eu un problème comme des problèmes de santé. Vous avez travaillé au SAMU, vous savez que parfois les choses peuvent s'envenimer. Et bon, voilà, c'est pas parce que vous auriez pu rester ensemble, elle aurait eu ce problème de santé. Oui, c'est-à-dire que et quant au monsieur dans le parking, peut-être justement, il était dans une telle colère aussi. Vous voyez, toute cette colère qu'il était peut-être qu'il prend le volant. Je ne voyais pas la colère parce que je lui ai laissé la place. Non, mais peu importe, lui il réagissait comme ça. Il a peut-être pris le volant de sa voiture en étant comme ça très agité. Non, mais c'était le lendemain matin, ça. Il y avait toute la nuit pour se reposer. Et de toute façon, mais des accidents, ça arrive tous les jours. Oui, voilà, c'est ce que m'a dit. Et les accidents, ça arrive tous les jours, donc vous n'êtes évidemment... Non, vous n'êtes pas responsable. Mais vous avez en vous un sentiment de culpabilité. Oui, mais je le ressens comme ça. Alors, je ne sais pas comment faire. Je veux même plus presque parler aux gens parce que je me dis, si ça y est. Oui. Alors, vous voyez, mais tout le monde est pas je comme pense, ça. Vous voyez, et beaucoup d'auditeurs disent, il y a Alice, il y a Brigitte qui dit peut-être que dans ce self-control que vous exprimez, vous faites du judo, mais je pense qu'il y a malgré tout en vous des émotions que vous réprimez, dont peut-être la colère, quelque chose que vous gardez en vous et qui ressort de cette façon-là, sous forme de chaleur et autres, que vous je comprends. Voyez. Mais après c'est le résultat. Pourquoi à chaque fois c'est ça? Mais parce que pas pour une petite. Mais parce que si nous-mêmes on suivait, on croise des gens avec qui on a pu avoir à un moment une altercation, des choses comme ça, on ne sait pas toujours ce qu'ils deviennent, et peut-être que malheureusement ces gens-là ont pu avoir un accident qui heureusement n'a pas été mortel pour eux, mais et voyez, et pour autant nous n'en sommes pas responsables, parce que c'est ce que je vous dis, en allant plus loin, même si on émet des vœux de mort, je dis pas que c'est souhaitable, je dis pas qu'il faut le faire. Ça ne fait pas mourir quelqu'un. C'est pas magique. Sinon, on est au niveau d'une pensée magique. Comme si le fait d'exprimer de la colère, de l'agressivité, de la violence et de souhaiter la mort, ça faisait mourir. Non, ça fait pas mourir. Donc je pense que ce que vous exprimez, c'est une culpabilité qui vient de votre histoire, et d'une histoire où quand même
vous avez mis de côté vos origines, en particulier ce père que vous dites braqueur. Vous avez dit, c'est pas n'importe quoi. Vous m'avez dit à un moment... Non, mais braqueur, attendez. C'est ce que j'ai relevé, vous avez dit un père braqueur qui donnait la mort. Ah oui. Vous l'avez donné 3 fois. Mais vous vous identifiez à lui? Ah non, pas du tout. Si, parce que c'est comme... J'ai gommé, je ne veux même pas entendre parler. Oui, mais vous m'en parlez. Ah oui. Vous m'en parlez, André, et vous m'en parlez différemment, parce que c'est comme si vous, lorsque vous rencontrez des gens, que ça se passe pas bien avec eux, indirectement, ils mourraient. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous voyez? Ah oui, je fais un transfert, là, ça. Non? Un peu. Un petit peu. Ouais. Un peu. C'est-à-dire que de ce père qui, certes, était braqueur, mais qui pouvait avoir, par ailleurs, il aurait pu avoir, s'il avait été auprès de vous, et même en tant qu'humain, des qualités humaines. Bon, dans son parcours de délinquant, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu délinquant, braqueur et autres? Il a aussi, c'est toute une histoire derrière lui, hein, ce père. Oui, une histoire où malheureusement, dans ces braquages, il y a eu des décès. Ouais. Mais ce qui m'a fait tilt, c'est vous dites je l'ai mis de côté. Gommé, pardon. Ce père, oui, mais vous savez quand on veut gommer, il pense pas. Voilà, quand on veut gommer. C'est pas n'importe quel personnage que vous gommez. C'est celui qui vous a donné la vie. C'est un père, et quand même un père qui est donc hors la loi et dans un parcours que vous identifiez un père qui donne la mort. C'est-à-dire où il y a eu un parcours de délinquant, de criminel. Et vous pensez que quand vous mettez en colère avec des gens, que quand ça se passe pas bien, vous aussi indirectement, évidemment, hein, eh bien les gens meurent. Bah oui, mais c'est grave alors. Je peux pas. Non, c'est pas grave. C'est d'une certaine façon, c'est une forme d'identification. Ah oui, d'accord. C'est votre histoire. Vous parlez de votre histoire, André, en faisant ça. C'est juste. C'est pour ça que je suis assez surprise que le psychologue que vous y ayez consulté, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu assez. Bon, hein. Peut-être que vous ne l'avez pas vu assez. Parce que j'ai vu mon médecin traitant, il m'a dit il faut voir un psychologue, mais il faut trouver le bon. Ben, je dis, docteur, vous en connaissez? Il me dit non. Alors, je comprenais plus rien non plus. Il me dit, avant d'en trouver un bon, il faut en faire une dizaine. Alors, je sais pas. Non. C'est compliqué, hein. Il y en a qui sont bien, d'autres qui comprennent rien. Alors, c'est compliqué parce que il faut en trouver un qui soit. Il faut en trouver un qui soit bon pour soi. Et c'est pour ça. C'est difficile de conseiller parce que celui qui est bon pour vous ne va pas l'être forcément pour pour un de vos proches. Vous voyez, il faut se sentir compris, en confiance, avoir envie de parler. On sent qu'on va pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, quelque chose même d'assez intime, et qu'on sent que en face il y a du répondant et que l'autre nous comprend, est en phase avec nous, enfin, vous voyez, qu'on se sent bien, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça se passe assez vite dès les premiers contacts. Oui, mais alors comment faire, Caroline, pour trouver le bon, dans mon cas, je veux dire? Vous envoyez pas 10, vous pouvez en voir 2, 3, et vous allez... Non, mais il n'y a pas besoin d'en voir 10. Si je trouve au bout du deuxième le bon, ça va. Mais voilà, exactement. Si on fait une vingtaine, il y a un petit peu. Non, il y aura pas... Après, je ne crois plus. Franchement, si vous en faites une vingtaine, c'est que vous n'avez... Il y a une part de vous qui n'a pas envie de faire ça. Voilà. Ah oui. C'est compliqué. Si vous voulez, comme dit Brigitte, vous avez gommé, occulté, ça a été votre façon de vous construire. Pour dire voilà, je ne veux pas. Je voulais pas rentrer dans le jeu. Je comprends. Et on voit que vous vous êtes bien construit. On sent que vous êtes quelqu'un de bien et d'équilibré. J'ai des défauts comme les autres. Mais bien sûr, évidemment, heureusement, la perfection, ça serait très angoissant. Enfin, tout à fait. Donc, mais on sent que vous êtes quelqu'un d'équilibré, enfin, qui aime la vie, qui croque la vie. Enfin, on sent beaucoup d'énergie en vous. J'adore la vie. Donc. Le moindre petite chose, moi, ça me fait plaisir. Mais ça s'entend. Les oiseaux le matin qui chantent, moi, je suis heureux, vous voyez. Parce que j'ai vécu des situations assez... vous savez, tout seul, c'est pas facile de lutter. Faut se défendre, faut faire attention aux fréquentations. On peut tomber dans des pièges, vous voyez. Il faut se battre sans arrêt. Et ce qui m'a mis un petit peu... parce que j'ai fait une dizaine de familles d'accueil avant d'aller à l'orphelinat, et il y a une nourrice, enfin ce qu'on appelait une nourrice, elle m'a dit pour que te construire, il faut que tu vois les choses, les belles choses. Ne pense pas aux vilaines choses.
Voilà. Et Bon, c'est pour en ça tout que j'ai gommé- cas, C'est pour ça que j'ai gommé mon père. oui, mais c'est pour ça, je dirais que du coup, de l'avoir gommé comme ça, comme vous dites, il y a quelque chose qui Ça ne veut reste. pas dire que je l'oublie pas. Hein. Non. Et même qui agit. Ah, oui. Qui est là, qui reste présent. Ouais. On va accueillir Michel qui est avec nous au 3921 si vous le voulez bien, André. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, c'est la première fois que j'interviens. Mais vous faites bien, vous n'avez pas à vous excuser, au contraire, vous avez Non, bien mais fait. Je suis assez timide, alors Oui. j'ai eu beaucoup de mal. Non, là je suis intervenue parce que Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et je voulais rassurer ce monsieur, je ne me souviens pas de son prénom, André. André. Je voulais rassurer ce monsieur parce que je suis dans le même cas que lui. Et je voudrais qu'il pense vraiment qu'il ne porte absolument pas la poisse. C'est tout le contraire. Il est vraiment, comment je pourrais vous dire, il est protégé sur le plan divin. Vous savez que sur ce plan-là, en France, c'est assez difficile, c'est assez tabou comme sujet. Mais moi, j'ai la certitude, et comme lui, j'ai beaucoup souffert depuis ma naissance, et j'ai la certitude depuis des années, sans intervenir, à chaque fois que des personnes m'ont fait du mal dans la vie, ils l'ont tous payé. Tous. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est ce que certains croyants Ah ben, enfin, elle me appellent la rassure, elle me justice, rassure, la cette dame. justice divine. Ah, je vous Oui. entends plus, Michel. Divine, je ne crois pas du tout en une justice humaine, mais alors pas du tout. Oui. Mais alors je crois en une justice divine et je n'interviens jamais. Je suis quelqu'un comme André, extrêmement généreuse, extrêmement bonne avec tout le monde. Et toutes les personnes qui m'ont fait du mal gratuitement, mais vraiment par méchanceté, je ne suis jamais intervenue, mais à chaque fois, ils l'ont payé. Mais alors, moi, c'est Donc, quelque chose qui André me ne sidère. porte pas la poisse. Vous le rassurez, André. Bon, tant mieux, c'est important. Moi, ce qui me. Non. Alors, en revanche, moi, je trouve que. Vous voyez, je trouve étonnant, quand on est croyant, de penser qu'il puisse y avoir justement une justice divine et un Dieu vengeur. Oui, non, mais je comprends vos croyances. Non, mais l'idée d'un Dieu vengeur, si vous voulez, on parle d'un Dieu d'amour. Oui, mais on dit si on vous fait du mal, on est vengé. Bon, c'est une drôle de conception on parle plutôt d'un Dieu d'amour que d'un Dieu vengeur. Mais bon. Mais pourquoi sur la terre, lorsqu'il y a des gens qui font du mal, qui commettent des délits, ils sont bien punis par la justice humaine? C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Mais pourquoi? Oui, enfin, heureusement, la peine de mort est abolie, en l'occurrence. En tout cas, dans beaucoup de sociétés, et pas partout. Et pas partout. Pas partout. Malheureusement. Dieu, il est bon et il est juste. Je pense, oui, pour les croyants, en général, il est perçu comme tel. Donc, un Dieu qui sera un Dieu vengeur, ça, c'est d'autant plus. Non, c'est pas un Dieu vengeur. Caroline. Bon, enfin, j'ai pas envie de me lancer dans ce genre de discussion parce que ça me dépasse. Non, mais c'est simplement pour lui dire que c'est pas lui, il porte pas la poisse. Bon. C'est parce qu'il est gentil qu'il essaye d'arranger les choses, que la personne en face de lui ne comprend pas son attitude et est méchant avec lui de façon gratuite, donc elle le paye. Bon, c'est votre interprétation. Il y a effectivement des croyants qui ont appelé, qui vont dans ce sens-là, qui disent, c'est ce que dit Habib. On n'est pas du tout par rapport à l'Amérique, à des tas de pays où on comprend beaucoup de choses. Oui, non, moi j'avoue que je ne suis pas du tout réceptive effectivement à ce genre de croyants. J'ai proposé une autre interprétation, effectivement, et c'est vrai que moi je suis beaucoup plus cartésienne là, j'avoue sur ce plan-là. Voilà. En fait, moi je voulais. Parce que comme le dit First Lisa, il y a des salauds qui vivent très bien et il y a des criminels nazis qui sont morts dans leur lit. Donc si vous voulez, à partir de là, vous voyez, je crois pas beaucoup. Ils finissent leur vie dans quel... Dans leur lit, beaucoup sont morts dans leur lit tranquillement. Bien, de vieillesse. Ils le payent après dans l'au-delà. Ouais, bon, peut-être. Non, mais je voulais simplement qu'il sache que c'est pas lui qui porte la poisse, en fait. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour ça, parce que l'important, c'est que André soit rassuré. Oui, voilà. Oui. Ouais. Il soit rassuré de tout. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Je vois que cette femme est très croyante. Oui. Mais moi, j'y suis pas.
simplement en 2 secondes, hein, parce que je veux pas. Hein. Vous savez pourquoi je n'y crois pas? Parce qu'un jour, j'ai vu une émission avec Michel Drucker et Galabru. Galabru, pour moi, c'est quelqu'un sans commentaire. Et Michel lui a dit, est-ce que tu crois? Alors, Michel lui a dit, Galabru lui a dit, écoute, moi, je ne crois pas, parce que je vais te poser une question. Donne-moi, s'il y avait un Dieu, la bonne raison qu'il avait pour accepter tous ces camps de concentration et ces chambres à gaz. Et quand on voyait les enfants séparés de leur mère dans leur wagon et tout ça, et Dieu n'a rien fait, donc ça n'existe pas, Dieu. Et personne n'a prouvé qu'il y avait un Dieu. Je comprends qu'on puisse douter après de telles... Mais je respecte... Bien sûr, oui, on peut que respecter les croyances de chacun, évidemment. On s'accroche à quelque chose. Alors justement, il y a Robert Détemps qui dit... pour lui, ce n'est que... en plus, alors il dit, ce n'est que coïncidence. On sent qu'André est profondément quelqu'un de bon, qu'il ne culpabilise pas. Et puis, à part là, Dieu, il y a Angie qui dit, mais justement... La mort n'est peut-être pas la poisse après tout. Qu'en dit Dieu d'abord? Elle a raison. C'est vrai. Gentil, Dieu. En principe, oui. Si on croit en un Dieu, c'est plutôt un Dieu qui est amour que voilà. Mais moi, je crois vraiment que, après, je crois qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui s'est bien construit, qui a une belle personnalité, et que derrière ça, malheureusement, c'est des gens, c'est des affaires de coïncidence. Vous avez besoin d'y donner un sens. Mais il y a votre culpabilité derrière. Oui, voilà. Sûrement, oui. Bon, alors après, si ça ne vous empêche pas, vous n'êtes pas obligé de, vous voyez, si vous pouvez, il faudrait pas que ça vous empêche de bien vivre et que vous vous sentiez trop coupable, parce que franchement, toutes ces personnes dont vous nous parlez, c'est pas vous qui les avez fait mourir, vraiment. Oui, non, voilà. Mais là, je vous ai cité 3 cas, vous voyez. J'ai compris, mais bon, c'est votre culpabilité, vraiment. Soit allez en parler, si ça vous pèse trop, allez en parler. D'accord ? Voilà, Caroline, c'est ça. Voilà. Vous allez trouver quelqu'un de bien. Vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous entendre. Un bon copain qui est docteur, qui est chef du SAMU. J'en ai parlé. Mais tu sais, pour trouver un bon, c'est non, je vous assure. Non, je vous assure. Non. Dépressif, t'es rien du tout, hein. Attention. Non, je vous assure qu'on peut trouver. Si vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un, vous allez trouver. Franchement. D'accord ? Mettez-vous en quête. D'accord. Faites-vous confiance. Je me fais confiance, mais voilà. Il y a des moments où je me dis... non. Je me demande si acceptez d'aller en parler, et aussi, vous allez voir, c'est peut-être que vous avez un petit peu peur de lever le voile. Oui. Merci en tout cas, André, de votre Caroline, appel. Je vous remercie beaucoup, puis bon rétablissement. Merci beaucoup. Et puis merci pour votre émission et pour votre écoute. Merci. En vous remerciant beaucoup. Au revoir, André. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. C'est drôlement gentil de prendre mon appel. Je suis là pour vous. J'adore la façon dont vous mettez de l'humour dans toutes les situations que les personnes vous racontent. Ah, mais c'est gentil, ça. Ah oui. Là, vous êtes vraiment très fort. Il en avait, André, de l'humour, en même temps. Ah oui, mais vous êtes vraiment particulièrement bonne. Écoutez, c'est gentil, mais bon. Je vous appelle. Écoutez, je suis une grand-mère de bientôt 70 ans et j'ai depuis 6 ou 7 ans chez moi une adorable petite fille de bientôt 13 ans. Oui. Et je dis adorable, mais qui est en train de devenir une espèce de petit diable en boîte que je supporte plus. Ah bon? Ouais. Non, mais, c'est vous que comment ça se fait que ça soit vous qui l'ayez lié? C'est une situation pas si simple que ça, c'est-à-dire que les parents sont divorcés et devraient pratiquer théoriquement une garde alternée qui est très mal appliquée, c'est-à-dire que la mère fait le strict minimum et le père la prend les week-ends. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression, ce qui se passe, c'est que cette année, comme cet enfant grandit, eh bien qu'elle doit réaliser que ses parents ne s'investissent pas du tout pour elle, en particulier la mère, et du coup, cette souffrance rejaillit sur moi. Et ce que m'a un peu expliqué la psychologue qu'elle rencontre assez régulièrement au CMP, c'est que je suis le punching ball, c'est-à-dire mamie, tu n'es pas mon père, mamie, tu n'es pas ma mère, donc en gros, je n'ai pas à t'obéir. En plus, je suis dans un pays de liberté, donc je fais ce que je veux. C'est ce qu'elle vous dit ? C'est ça, ah oui. Bon, alors en même temps, elle a du répondant, cette petite. Et puis alors, pour arranger les choses,
elle me rapporte du collège un vocabulaire mais épouvantable. Et elle commence à me dire des paroles qui sont, je pourrais dire, blessantes. Et elle répond, elle fait preuve d'insolence, etc. Voilà, tout un cheminement, et elle me ramène que des enfants insupportables. Oui, elle se cherche. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça va être l'heure du journal. Faut pas que je vous dérange. Voilà, non, mais vous me dérangez pas du tout. On va se parler. Attendez. On va se parler, Carole, après le journal. Donc ne raccrochez pas. Très volontiers. On se retrouve dans quelques instants. D'accord ? À tout de suite. De votre libre antenne, et nous sommes ensemble et en direct bien sûr jusqu'à 1h sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par mail sur le site europe1.fr. Beaucoup de gentils messages. Vous me souhaitez de bonnes vacances. Marie qui me dit, dites-moi Caroline, votre petit malaise d'hier, votre hospitalisation, ça serait pas le reliquat d'une crasse que vous auriez faite à André, qui est passé là juste avant le journal. En tout cas, j'ai pris l'émission d'hier en cours, j'ai failli tomber de ma chaise lorsque l'idée m'a effleuré que vous étiez partis en vacances sans même nous dire au revoir. Quand même, je vous aurais pas fait ça. Mais non, je suis revenue ce soir pour ça. Et puis Michel, qui te de belles vacances, bonne santé à toute l'équipe, et dit qu'André se rassure. Vous allez revenir le 25 août en pleine forme. Des messages justement sur la poisse. Casse-Noisette dit bah oui, la loi du talion assène, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui donne lieu à ce genre d'interprétation. On se contente de retenir ce que l'on veut en religion. Parfois ça aide, à d'autres moments ça peut soulager, en effet. C'est ce que dit Cathy. Elle a raison, elle dit il faut pas mélanger la foi avec la superstition. Il y a également Adassa qui dit Dieu est en effet amour, c'est sa qualité principale, mais il n'agit pas. S'il ne cause pas de malheur à qui que ce soit, les personnes dont parle André se trouvaient à chaque fois au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Et j'avais un petit mail de Gabriel à ce sujet qui... faudrait que je le retrouve. Attendez, je l'ai plus là, Gabriel. Parce que Gabriel avait un mail qui était pourtant très intéressant où elle parlait de la pensée un peu magique. Elle dit, j'ai l'impression d'entendre des croyances magiques d'enfants. Quand on est petit, on pense, en accord avec certains événements de notre vie, que nos pensées peuvent provoquer la mort. Sa forte conviction m'évoque cela. Donc l'analyse qu'il fait de son enfance, je pense que c'est là aussi qu'il faudrait qu'il aille et qu'il creuse un petit peu. Voilà. On retrouve maintenant Carole. Carole, vous êtes là ? Bonsoir, oui. Oui, rebonsoir Carole. Alors vous nous parlez de votre petite fille qui devient un peu difficile à vivre, elle va avoir 13 ans. Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est que vous me dites que ses parents font le strict minimum en ce qui la concerne. Donc, elle vit chez vous, c'est vous qui l'éduquez ? Théoriquement, elle est chez sa mère du lundi au mercredi soir et le reste du temps chez son père. Mais la mère travaille et rentre à des heures impossibles, ce qui fait que cette petite fille est très souvent chez moi, quasiment. C'est chez moi qu'elle a sa chambre. Et le père la prend le vendredi soir au lundi matin. Et la mère est un peu une poupée, je ne sais pas comment vous dire, qui n'est pas mère jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, c'est compliqué parce que ça se passe quand même chez moi depuis 5-6 ans. Et jusqu'à maintenant, je peux dire que je gérais à peu près. Et depuis 6 mois, j'ai l'impression d'être rentrée dans une période de tohu-bohu pas possible. Alors à l'âge où je jouais encore à la poupée, j'ai une petite fille qui veut des t-shirts rose fluo, qui me rapporte un vocabulaire de charretier,
qui me ramène à la maison des enfants tous à problème et quasiment insupportable qu'elle va chercher dans les autres classes et qui sont même pas toujours dans sa classe. Voilà, bon. Mais elle va d'autant plus. Elle fait une adolescence très rapide. Mais oui, mais parce que si vous voulez, elle va être avec des parents qui la laissent aussi livrer à elle-même. Ils vous laissent trop de choses sur les bras et finalement, c'est à vous qu'elle s'en prend parce que c'est vous qui êtes l'élément fiable dans sa vie. Oui. Sur qui elle peut s'appuyer. Oui. Mais en même temps, elle est laissée quand même dans un vide parce que quand elle vous renvoie, évidemment, oui, vous servez de punching ball parce que vous prenez parce que vous êtes là et que elle peut vous agresser parce qu'elle sait que vous êtes là et que vous tenez bon, et les adolescents ont besoin de sentir ça, mais parce qu'elle a à côté des parents qui n'assurent pas, et c'est ça qui est problématique. Il faudrait quand même est-ce que le et psychologue... Les parents ne sont pas tout à fait capables d'assumer. La mère, je vous dis, passe beaucoup de temps devant sa glace et a un copain qui lui fait mener une vie un peu de bâton de chaise entre guillemets pour être poli. Et le père a été tellement abîmé par ce mariage. C'est votre fils, le père ? Oui, c'est ça, c'est un de mes fils, qu'il se reconstruit lentement. Il a fait une extrêmement grave dépression. Donc lui, à la limite, je ne peux pas dire que je pardonne complètement, mais je peux dire qu'il est dans sa période de reconstruction. Mais alors si vous voulez, entre une mère très immature et un père qui est en pleine dépression, on comprend aussi que cette toute jeune fille soit en quête de repères. Alors c'est moi. Et du coup, oui. Et je trouve ça, si vous voulez, je suis souvent blessée. Alors que je devrais être blessée si j'étais à son niveau. Et je suis peinée de ne pas jouer mon rôle de grand-mère. J'ai 10 autres petits-enfants qui sont tous bien élevés, gentils, qui travaillent bien. Et j'ai ce phénomène qui se fait remarquer, qui n'est pas comme les autres, au point que mes autres enfants n'en veulent même plus pendant les vacances. Ça, je suis dans un état de tristesse, alors que je l'ai connue petite. Oui, mais attendez. Je suis désespérée, là, vraiment. Non, oui, mais elle-même est blessée. Elle-même est blessée. C'est pour ça qu'elle réagit de la sorte et dans la provocation, et qu'elle a besoin d'être d'autant plus cadrée et sentir que vous n'êtes pas prête à tout accepter, notamment le fait qu'elle vous parle mal. Voyez, parce qu'elle peut avoir des moments où elle va jouer comme ça, la jeune fille très provocante, qui déjà est très en avance et tout, et à d'autres moments, c'est quand même encore une petite fille, en particulier votre petite fille, et qui a besoin d'être rassurée avant tout et de sentir qu'il y a quelqu'un pour qui elle compte. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que entre une mère qui est très immature, qui pense surtout, d'après ce que vous dites, à son apparence, à son petit ami, et un père qui sort d'une dépression, qui est en pleine reconstruction, elle peut avoir le sentiment qu'elle ne compte pas pour ses parents. C'est très angoissant. Elle est capable de me dire, quand elle a été vilaine et tout, je t'adore, etc. Oui, mais parce qu'elle est sincère. Elle est capable par moment où elle me dit, je suis désolée, je te demande pardon. Oui, elle en est capable par moment. Mais bien sûr. Mais comment peut-elle être aussi dure avec moi alors que c'est moi qui lui apporte à la limite tout, puisque c'est moi qui l'emmène chez le médecin, qui l'emmène voir ses professeurs, justement parce que c'est vous qui lui apportez la sécurité. Donc vous, elle peut vous attaquer. Elle sait que vous pouvez tenir bon, que vous êtes quelqu'un de solide et de fiable. Et comme elle est très blessée et qu'elle est malheureuse, elle a ces moments d'agressivité, mais elle sait, même si vous pouvez la remettre à sa place en n'acceptant pas, et c'est important d'ailleurs qu'elle vous parle mal, en lui disant peut-être que tu parles comme ça à tes copines, je trouve ça dommage parce qu'on ne s'insulte pas comme ça, mais en tout cas, je t'interdis de me parler de la sorte. Moi, je te parle toujours correctement. Donc, je ne veux pas que tu me parles en utilisant des mots grossiers ou que tu sois insolente avec moi. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Même chose, quand vous lui interdisez certaines choses et tout, vous pouvez lui dire que c'est parce qu'elle compte beaucoup pour vous. Et que donc vous êtes là pour veiller sur elle. Vous pouvez lui dire, je veille sur toi, je prends soin de toi.
toute façon, t'es pas mon père, de toute façon, t'es pas ma mère. Oui, mais vous Alors, pouvez ça m'en lui prend dire, plein la figure. je ne suis pas, vous pouvez lui dire, mais je suis ta grand-mère et je t'aime énormément et tu comptes énormément pour moi. Donc, vous n'êtes pas ni son père ni sa mère, elle a raison, mais vous êtes sa grand-mère et vous êtes là pour veiller sur elle. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on vous l'a confié aussi. Parce qu'ils savent qu'on peut compter sur vous. Et alors, comment vous expliquer qu'elle me ramène des enfants à problème du genre une anorexique gothique, hein, je vous raconte pas de blague, j'habite pourtant dans une ville bourgeoise. Bon, oui, ça ne me surprend pas. Ça n'a rien à voir, et des obèses boulimiques, un enfant battu. Vous pouvez pas savoir le phénomène. Alors pourquoi elle va me chercher des enfants comme ça? Et puis à la limite, ils débarquent chez moi, tout le monde goûte à la maison, et je suis obligée, en plus d'elle, de me taper tous les... Vraiment, je craque en ce moment. Là, c'est les vacances, je l'ai envoyé en colonie, mais je vous assure que par moment, il y a tout. Oui, je comprends, c'est fatigant. Vous avez quel âge? Pardon. Vous avez quel âge, Carole? Je vais avoir 70 ans. Oui, je comprends, c'est lourd. Surtout que les enfants que j'ai élevés, moi, si vous voulez, marchaient droit dans leurs bottes, que je les ai élevés pourtant sans père, mais que j'avais... Je sais pas, ça non, mais bien c'est pas passé pareil. Mais alors là, j'ai un phénomène par rapport aux 9 autres petits-enfants. Carole, c'est un cas. Carole, vous le dites vous-même. Vous seriez sa grand-mère et uniquement sa grand-mère, et vous n'auriez pas la charge de son éducation. Vous n'éprouveriez pas cette fatigue-là. Là, c'est qu'on vous fait porter un rôle qui devrait pas être le vôtre. Et si vous parlez de phénomène, c'est parce que cette jeune fille, elle est en souffrance et elle vous ramène d'ailleurs, comme vous dites, des enfants. Une jeune fille anorexique, des enfants obèses, un enfant battu, des jeunes gens, des enfants qui souffrent. Tous. Voilà. Donc, elle s'est constituée. Une bande de gamins qui sont éclopés de la vie, malheureux, et ils forment une petite bande où ils se tiennent chaud mutuellement. Ils sont mal. Alors je fais quoi avec ça? J'en ai emmené 2 à Paris la semaine dernière à une exposition, mais je suis revenue, j'étais quasiment en pleurs, disant que je ne voulais plus les revoir à la maison. Non, mais si c'est pour vous effondrer... Je m'effondre en ce moment, oui, tout à fait. Bon, alors il faut voir avec les parents, trouver un autre... Parce que vous n'allez pas tenir. Au JAF, mais il paraît que j'ai pas le droit de le faire, je l'ai faite quand même. Vous avez fait quoi? Pour demander une lettre au juge des affaires familiales, pour demander d'avoir un rôle officiel. Parce que c'est très délicat de dire que les parents n'assument pas. C'est très difficile, la position que j'ai. Très difficile. Je ne sais pas comment... Mais vous pouvez demander... Non, mais vous avez raison. C'était très bien. Mais malheureusement, elle vient de partir et elle a lâché mon dossier en route. Non, là, elle a senti que je craquais et je demandais de l'aide. Si vous voulez. Vous avez bien fait. Vous pouvez faire appel effectivement à un juge des enfants. Ils peuvent mettre en place du coup une structure avec une action éducative en milieu ouvert, avec des éducateurs qui pourront prendre le relais. Il peut y avoir à ce moment-là la mise en place dans un internat où elle pourrait être un peu structurée. Oh, mais je l'ai menacée d'un internat. Oui, mais alors attention. Non, Carole. Et alors, elle s'est mise à plus travailler. Non, mais Carole, ne la menacez pas. Bête, parce que mais ça c'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais ne la menacez pas parce que si c'est perçu comme une punition, ça pourra pas lui être profitable. Elle s'est mise à ne plus travailler pour ne pas y aller. Mais oui, non mais attendez, Carole, le problème c'est que ses parents sont défaillants. Et je me culpabilise de rater ça, si vous voulez. Vous êtes la seule personne sur qui elle peut compter. Si elle sent que vous aussi vous l'abandonnez, elle va aller très mal. Bon, alors, peut-être que en même temps, si vous êtes en train de craquer, et de ne pas pouvoir assumer, écoutez, ce sont vos limites, hein, vous n'avez pas à vous culpabiliser de ça, c'est très dur de s'occuper, vous héritez d'une enfant qui va mal, parce qu'elle a des parents qui ne s'occupent pas d'elle, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas non plus faire des miracles. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne la menacez pas d'un internat, parce que peut-être que c'est ce qui sera proposé et que ça pourra lui être très bénéfique d'avoir un cadre autour d'elle où elle aura des contacts avec des jeunes de son âge, mais on peut quand même un peu plus surveiller les fréquentations, où elle va pas se tirer vers le fond avec d'autres jeunes qui vont trop mal. Donc pourquoi pas? Peut-être que ils vont vous proposer, je vous dis, une action éducative en milieu ouvert avec des éducateurs qui vont venir régulièrement et que ça la cadrera et qu'elle sera mieux, que ça sera un petit peu moins lourd pour vous.
voyez, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place. Je comprends que pour vous, compte tenu de votre âge et des difficultés qu'a cette jeune fille du fait de son histoire, ça soit trop lourd. C'est normal que vous soyez dépassé. Parce que vous héritez d'une enfant qui ne va pas bien. Non, vous avez voyez, tout à fait raison. Et je trouve ça trop dur. Mais oui, mais ça se comprend. Déjà, écoutez, il y a beaucoup de parents qui pourraient être dépassés quand il y a des crises d'adolescence qui sont difficiles. Et cette jeune fille, oui, elle est en pleine crise et elle a des raisons d'être en pleine crise. Donc, et je trouve ça même très bien de votre part et très courageux et très sain de chercher de l'aide. Plutôt que de vous enfoncer, que ça se termine mal avec elle, enfin, voyez que vos rapports s'enveniment. J'ai senti que ça atteignait mes limites. Ben si oui. vous voulez. Je Oui, l'ai dit, je suis carrément allée au collège, rencontrer l'assistante sociale. Mais vous avez très bien fait. Je suis tombée sur quelqu'un de tout à fait remarquable et qui malheureusement s'en va. Oh, écoutez, que chaque fois que je tombe Et sur oui, c'est quelqu'un embêtant. de bien, oui, qui du coup ne va pas au bout de la démarche que nous avions commencée. Mais peut-être qu'il va y avoir une remplaçante qui va pouvoir prendre le relais. Peut-être. Oui. Mais bon, vous êtes vraiment trop aimable de me... Je voulais fermer les yeux 5 minutes en me disant à la fin, Caroline me donnera la solution miracle. Et il y en a 36 000 de solutions, mais il faut que je sois prête non, mais je trouve votre position à la fois courageuse et très très saine. Ça montre que vous êtes quelqu'un de solide, très responsable, de dire là c'est trop, j'ai besoin d'aide. Voyez, j'ai touché. Hein, mais c'est normal. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, vous êtes grand-mère, à partir d'un moment, on n'a plus la même patience qu'avant, enfin, quel que soit l'âge. Beaucoup disent, vous êtes déjà très courageuse de faire face à tout ça. Mais vous voyez, ce que je fais, c'est qu'il m'arrive de céder par épuisement à des caprices d'achat de vêtements forcément. Ou de copines que j'aime pas et que je laisse rentrer chez moi quand même. Je cède par épuisement, je dis vraiment le mot. Donc, en familier, on dirait, je m'écrase devant un enfant de 12 ans et ça me fait un drôle d'effet. Je me sens un peu humiliée, si vous voulez. Mais oui, mais vrai, j'ai un peu honte mais tous les parents, vous savez, de surmonter, enfin, de pas tenir la route. Tous les parents, par moment, cèdent, comme vous dites, et préfèrent dire oui plutôt que non, parce que ça demande moins d'efforts sur le moment. Bon, donc vous, avec cette jeune fille qui est quand même en pleine crise, vous êtes fatigué, enfin vous allez avoir 70 ans, c'est pas, voilà, c'est ça, ce que c'est humain aussi. Donc je trouve ça très bien de votre part et très responsable de demander de l'aide. Un peu de positif dans la situation. Mais oui, parce que je trouve que compte tenu de la situation, et on sent qu'elle est là et que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle vous dit d'ailleurs, et qu'elle doit beaucoup s'en vouloir après, qu'elle vous aime, qu'elle vous adore, et elle est très sincère. Quand elle vous dit comme ça des paroles un peu méchantes ou qu'elle est agressive, c'est parce que elle est mal. C'est pas contre vous. Et je sais bien, mais c'est pas contre vous. Il y a des jours où évidemment vous. Mais dans les faits, elle vous agresse parce que elle sait aussi que avec vous, elle peut le faire parce que vous ne la rejetez pas. Elle sait que vous êtes quelqu'un de solide, de fiable. Mais l'autre jour, elle m'a fait une remarque qui m'a fait de la peine. J'ai pu, elle revenait de son père qui avait fait une bêtise et elle m'a dit dans la voiture, oh tu sais, papa il vaut pas mieux que maman. Si vous voulez, elle est consciente de beaucoup de choses. Et ça me fait une peine de voir cette petite fille, alors que j'avais des parents, moi, qui étaient assez remarquables, d'entendre un enfant capable de dire... de porter des jugements comme ça. Oui, elle est en même temps, elle a une... Mais comme ont souvent les adolescents, une acuité... Et ils ne font pas de cadeaux à leurs parents. Ils voient toutes les failles de leurs parents. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'après, eux peuvent aller si mal. Parce que autant un enfant va idolâtrer ses parents, autant l'adolescent va voir toutes leurs failles. Et c'est pour ça que c'est une période de la vie qui est très difficile aussi. Parce que ces parents qu'on a idéalisés, qui étaient des héros, on se rend compte que, non, ce sont pas des héros. Et que parfois, quand il y a trop de failles et quand ils sont trop défaillants, c'est très déstabilisant. Alors, en même temps, quand elle dit papa vaut pas mieux que maman, oui, mais c'est la fille de ces deux-là. Donc comment elle se vit? Comme quelqu'un qui vaut pas grand-chose peut-être. C'est ça le problème. Alors que comme vous dites, son père, il a fait une grosse dépression, mais il est en train de se reconstruire, il ira mieux.
Sa mère, bon, Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Oui, mais à attention, la limite, c'est pas à elle lui me dire laisse, ça, si elle. vous voulez. C'est pas à lui dire ça non plus, Non. parce que, voyez, surtout pas dénigrer sa mère non plus, parce que elle, si un enfant, à partir du moment où on attaque l'image de ses parents, on l'attaque lui. On l'attaque lui. Ça, je ne sais pas. Par et contre, je rends grâce à la mère du fait qu'elle me laisse, à la limite, l'élever comme je veux. C'est ce que vous pouvez dire. Écoute, ta mère est peut-être, c'est un peu compliqué pour elle. Elle est peut-être pas la maman que tu aimerais, certainement pas la maman que tu aimerais avoir. En même temps, elle t'a confié à moi. Et là, c'est aussi une façon de te donner mettre toutes les chances de ton côté, et parce qu'elle a envie que tu sois bien. Ouais. Donc, d'une certaine façon, en déléguant, c'est une façon de dire qu'elle peut pas, mais elle délègue. Elle fait en sorte que quelqu'un de bien, et en l'occurrence vous, s'occupe de sa fille. Voyez, c'est sa façon à elle. Vraiment bonne. Mais non, mais je crois que c'est aussi la réalité, et c'est peut-être ce qu'il faut dire à votre petite fille, que sa mère, pour des raisons liées à son histoire, elle est peut-être pas en mesure d'être vraiment mère, de pouvoir s'occuper d'elle comme d'une mère, mais comme il y a une part d'elle qui s'en rend compte, eh bien, elle sait que vous avez été une maman, vous avez élevé vos enfants, et que vous pouvez le faire, et que donc c'est pour cette raison qu'elle vous la confie, tout en restant là pour elle, mais qu'elle vous la confie, pour lui donner vraiment le meilleur. Et c'est là où, quand elle vous dit « tu es pas ma mère, tu es pas mon père », dire « non, mais je suis ta grand-mère et tu comptes énormément pour moi ». Oui, elle a besoin d'être rassurée aussi. Merci infiniment, Caroline, de vos bonnes paroles que je bois. Mais je comprends, parce que c'est très difficile, et c'est pour ça que vous avez raison. Et ne lâchez pas par rapport à l'aide que vous demandez, parce que ça clarifiera, ça clarifiera les choses aussi. Écoutez, je vous propose mais vous avez raison, je vous propose qu'on accueille Guillemette, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Guillemette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Je suis une mamie aussi. J'ai écouté votre histoire avec intérêt. J'ai aussi une histoire compliquée où j'ai eu, je peux toujours dire c'est d'actualité, j'ai une petite fille qui va sur ses 11 ans. Il y a 2 ans, elle est partie habiter Montpellier avec sa maman. Donc et c'est la fille d'un de mes fils. Et les parents sont séparés depuis avant la naissance. Par rapport, c'est la maman qui a voulu ça. Eh bien, ça a été très difficile pour mon fils. Voilà, 10 ans et demi, 11 ans que ça durait. Eh bien, vous savez, c'est pas facile par rapport à mon fils, qui était dans une grande difficulté et une rancœur, et par rapport à la maman de la petite fille. Eh bien, moi, comme j'étais très malheureuse, la première année de ma petite fille, du jour de sa naissance, j'ai fait un journal pour ma petite fille, pour plus tard quand elle sera grande, pour parler un petit peu, mais sans critiquer négativement le père, qui est mon fils, ni la maman. Eh bien, cette petite fille qui a 10 ans et demi, elle est adorable, mais peut-être que déjà, elle parle déjà comme une préado. Je pense à votre petite fille qui est déjà à 13 ans une adolescente et qui vous dit des paroles cinglantes. Ça serait votre petite fille qui serait avec des parents qui s'entendent bien. Je pense qu'elle vous en dirait autant, sauf que là, elle sait où toucher votre cœur. Et tout à l'heure, par contre, vous avez dit, c'est moi qui élève cette petite fille. Votre fils a des problèmes de santé, la maman se montre défaillante, elle vous confie, vous avez un rôle formidable, mais vous êtes la grand-mère. Donc, comme disait Caroline, il faut rester bien dans votre rôle de grand-mère. Et votre petite fille, faut lui dire... Non, elle peut pas, pardonnez-moi de vous interrompre, elle peut pas, la Guillemette. Elle l'élève, elle peut pas rester dans un rôle de grand-mère. Oui. Elle est bien plus là, pour le coup. Elle a un rôle elle éduque cette jeune fille. Je comprends. Oui, elle peut pas être que dans un rôle de grand-mère. C'est là où c'est compliqué. C'est une ambivalence. Là, pardonnez-moi, mais je suis pas d'accord. Oui. Non, excusez-moi, Caroline. C'est pas ça. Je voulais dire, bien sûr, on
déléguée, elle a ce rôle, cette double responsabilité. Oui, tout à fait, là. Oui. Donc, la grand-mère, mais cette double responsabilité. Et je comprends, parce qu'il faut être courageuse. Et vous ne pensiez qu'au bien de votre petite fille et à votre fils. Mais surtout, il faut... Voilà, je vous donne un conseil, comme dit Caroline. Ne jamais critiquer sa maman, quelle qu'elle soit. Non, je le fais pas. Comment ? Je ne le fais pas. Voilà, mais c'est important. Je ne suis pas plus courtoise qu'envers quelqu'un d'autre. Je suis discrète et... Oui, vous semblez pleine de bienveillance. Vous en parlez avec nous, mais... Non, mais c'est simplement parce que ils sont, les enfants, surtout à l'adolescence, ils savent... voilà. Et merci beaucoup. La mère est chinoise pour arranger les choses. Je vous ai pas dit. Ça change rien. La mère est chinoise pour arranger les choses. Ça change rien du tout. Qu'elle soit chinoise ou russe ou bon. Une petite fille métisse avec deux cultures, et c'est aussi ça. Oui, mais enfin ça, elle pourrait être par ailleurs une très bonne mère, ça ne changerait rien. Merci beaucoup en tout cas, Guillemette, pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Oui, je crois que toutes les mamies qui vous écoutent, pensent à vous, et c'est vrai. Et comprennent. Oui. Mais 13 ans, c'est pas facile à l'adolescence, surtout dans des conditions. Surtout dans ce rôle où on éduque, oui. Merci beaucoup. Oui, vous avez raison. Elle va grandir. Merci, Guillemette. Elle va grandir. Merci beaucoup, Guillemette. Un mail de Marie qui dit « Je me souviens, je n'étais pas toujours gentille avec ma grand-mère et pourtant je l'adorais. Et le fait qu'elle ramène des petites copines en souffrance chez sa mamie, n'est-il pas le signe que c'est un lieu où elle sait qu'elles trouveront une vraie présence ?» Elle a raison d'ailleurs. Le fait qu'elle les ramène... J'ai tendance à vouloir fermer la porte. Parce que l'autre jour, elle m'a amené des phénomènes que je supportais très mal. Oui, je comprends. Mais alors, il y a... c'est Brigitte qui dit, bien sûr que c'est très dur d'être face à une aussi grosse crise d'adolescence, puisqu'elle ne va pas bien, mais ne doutez pas de son amour, malgré les apparences. Ça, c'est certain aussi. Et puis, il y a Rosita, elle est en colonie de vacances en ce moment ? Oui, donc elle dit, vous pouvez lui envoyer un petit mot en lui disant combien vous êtes heureuse de partager avec elle, même si c'est parfois douloureux pour vous deux. Elle dit, n'oubliez pas d'accompagner votre lettre d'un petit colis de bonbons. Donc c'est une mamie qui parle. Bon, voilà. Et puis vous, comme ça, vous soufflez un peu pendant ça. Si vous saviez. Oui, je comprends. Vous avez besoin de vous reposer, bien sûr. Oui, non, je comprends. Non, on n'a plus la même patience, la même énergie. Déjà, je comprends. Donc c'est bien, et vous avez raison d'anticiper pour l'année à venir, pour que vous ayez un cadre autour de vous, des soutiens, des relais. Vraiment. Tout à fait. Merci infiniment, bon courage, Caroline. Merci infiniment. Bravo, donc vous êtes formidable pour ce que vous faites. Bravo. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Marie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Caroline, oui. Je m'adresse à vous parce que je suis assez dans une situation assez confuse. Et je n'ai pas l'habitude de m'étaler dans des confidences. Alors c'est un peu difficile, mais je vais essayer de vous raconter ma petite histoire, si on peut dire ma petite histoire. Oui. Alors, je voudrais savoir, quel comportement doit-on adopter lorsqu'on a affaire à un pervers ? C'est du moins la conclusion que j'ai faite concernant le comportement d'un individu voisin qui observait mes allées et venues. J'allais vous dire fuir, mais alors c'est embêtant si c'est votre voisin. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Eh bien, cela fait plus d'un an. Disons que nous habitions à ce moment-là une rue. Nous habitons toujours d'ailleurs une rue où nous étions, mon mari et moi, pratiquement seuls à l'année. Il y avait quelques maisons de vacances. Oui. Depuis, s'est construit un immeuble, donc il sort moins. Mais à ce moment-là, je me suis aperçue, pas dans l'immédiat évidemment, c'est après déduction, qu'il observait mes allées et venues depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire au moins depuis, je ne sais pas, je m'en suis aperçue, disons, il y a un an. Et jusqu'au jour, évidemment, c'est toujours que lorsque je suis seule, il a eu un geste obscène. Alors évidemment, je me suis sentie énormément salie, désemparée, etc. Je ne voulais pas porter plainte parce que je ne suis pas du style à provoquer des histoires, et j'essayais de faire indifférente. Mais la situation provoquée a fait que donc ma fille et moi l'avons remis en place quand même. Et à la suite de ça, je ne sais pas ce qu'il était raconté. Le jour où ça s'est passé ? Non. Quelques jours après. Enfin, quelques jours...
une semaine après, Mais c'est là que vous êtes allé le trouver ou... Non, lui, c'est sa femme qui est venue à la maison en disant qu'on l'avait insulté, etc., en me disant que j'étais complètement folle, etc., et qui, je me suis aperçue, qu'elle interprétait auprès de certains voisins, évidemment, la situation. Je ne dis rien. Mais je voudrais d'abord... mais ça a provoqué quand même, parce que j'ai eu affaire à la police, et ça a provoqué quand même de ma part une main courante. Oui, vous avez bien fait. Voilà. Et alors, le problème étant qu'il n'y a jamais de témoin. Et alors, il me suivait donc... il prenait sa femme avec lui, évidemment, comme... toujours des situations où je ne pouvais pas prouver quelque chose. Et en fait, ça continue toujours. En fait, c'est un individu, je pense, qui n'a rien d'autre à faire que de, si je peux dire, de faire le mal, quoi. Il ne travaille pas. Je pense qu'il est à la retraite, même, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui continue ? Oui, il continue, parce qu'il m'épie qu'est-ce qui continue ? Il m'épie, là. Il m'épie sans arrêt. Alors bon... Mais il est vraiment proche de votre domicile ? Il n'est pas tout proche, mais il vient, il rôde autour de la maison ? Ah non, quand même pas. Alors comment il vous épie ? Alors, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est quand même, qui doit être charmeur et qui doit rendre service à des voisins. Oui. Et comme c'est dans une région où il y a des locations de vacances, donc il s'est mis bien avec ses voisins, il va leur ouvrir certainement leur chauffage. D'accord. Oui. Et à ce moment-là, donc, je le vois, sans que je le veuille, je ne cherche pas, je le vois qui m'épie, mais disons qu'à force, dans mon cerveau... Quand vous êtes dans votre jardin, quoi. Oui. Voilà, exactement. D'accord. Mais il n'a pas eu à nouveau de gestes obscènes ? Je ne regarde pas, j'essaie de faire oui, maintenant vous le... Dans mon cerveau, ça commence à être perturbant, et c'est pour cela que je vous téléphone, parce que je pense que vous pourrez m'éclaircir sur le comportement donc à adopter et comment fonctionnent ces personnes. C'est difficile, je connais pas cet homme, donc je peux pas vous dire. Moi, je sais pas de qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'était quoi ce geste obscène ? Masturbation. Ah, il s'est masturbé ? Oui. Bon, je me suis pas étendue, c'est toujours... Et je pense qu'il attendait ça. Il a été convoqué par les gendarmes ? Non, parce que j'ai pas porté plainte, j'ai fait une main courante. Écoutez, si ça se reproduisait, il faudrait porter plainte, parce que c'est de l'exhibition, c'est du délit, ça peut aller jusqu'au tribunal, ça pourrait le calmer. Ah, mais là, à ce moment-là, il n'y aurait aucun problème. Mais le problème étant que il n'y a pas de témoin, quoi. En général, il y a rarement de témoins. Voilà, oui. Il y a rarement de témoins. Les exhibitionnistes, ils font en sorte qu'il y ait qu'eux et leurs victimes. Oui, mais bon, ça n'est pas écoutez, simplement... vous l'ignorez pour le moment, l'ignorez parce que ça, s'il aime s'exhiber, s'il aime, ça peut. Non, je ne sais pas s'il aime s'exhiber, je peux qu'il aime harceler visuellement. Harceler visuellement, enfin, en tout cas, c'est qu'il est il fantasme sur vous. Il n'y a pas eu dans le voisinage, parce que ça peut être vous, il y a pu y avoir d'autres femmes, à mon avis. Vous ne devez pas être la seule. Il y a dû y avoir d'autres. Si vous meniez peut-être un peu votre petite enquête parmi le voisinage, c'est peut-être pas un hasard, voyez, le bon monsieur serviable, le bon voisin. Le bon monsieur très serviable, à qui on confie ses clés, vous voyez, le bon Dieu sans confession, et qui en fait, c'est une façon de s'introduire chez les gens, d'endormir leur confiance, et bon, ça va bien dans ce profil-là. Donc, à mon avis, ça peut être une façon de s'approcher des gens. Il y a peut-être d'autres femmes qui ont trouvé qu'il avait un comportement trop pressant, trop insistant, ou peut-être des gestes déplacés, ou... Si vous en parliez autour de vous... non, je ne peux pas en parler, non. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Non, parce que la situation déjà, je me suis... oui, mais du coup, vous savez, l'union fait la force. Là, je trouve que vous êtes isolé. À mon avis, ce genre de personne, vous n'êtes pas la seule victime. Je pense qu'il est trop malin. Et au contraire... Non, moi je pense que vous le surestimez. Je crois vraiment que vous le surestimez. Je trouve que c'est vraiment un peu...
on retrouve souvent ce profil. Enfin, ça ne veut pas dire, attendez, que les gens qui sont très très gentils et bien intentionnés sont des pervers. Il faut pas. Non, mais le côté, voyez, le monsieur qui, justement, il rend service à tout le monde. Mais bon, il rend service à tout le monde, mais derrière, c'est aussi une façon de pouvoir un peu rentrer chez tout le monde. Bon, écoutez, à ce moment-là, votre mari peut aller le trouver aussi. Ça peut le calmer et lui parler en disant, maintenant, je vous demande de laisser ma femme tranquille et d'arrêter de tourner autour de la maison comme vous le faites. Non, il est trop malin pour tourner autour de la maison. Il observe de l'immeuble en face. Mais comment il observe on le voit, il fait en sorte je ne regarde pas, de toute façon je ne regarde plus, mais on sent, c'est le genre de personnage très pervers qui à ce moment-là passera en ombre furtif ou alors se mettra dans un coin de façon à ce que je vois bien qu'il y a quelqu'un. Bon, enfin, en tout cas, vous vous sentez observé, harcelé, donc votre mari peut tout à fait aller le trouver en disant, écoutez, maintenant je vous demande d'arrêter vos agissements. On a très bien repéré votre petit manège. Si vous n'arrêtez pas immédiatement, nous déposerons une plainte au commissariat. Il y a déjà une main courante, nous déposerons plainte au commissariat. Ça suffit. Arrêtez de harceler mon épouse. Ça peut suffire, hein ? Parce que ces gens-là... Mais non, ces gens-là sont pas forcément très courageux. Il est pas, vous voyez bien, c'est fait de façon furtive. Il est là. Il est voyeur. C'est peut-être un voyeur. Il a besoin. Oui. Bon, voilà. Mais le fait, si en plus il vous sent un peu pétrifié, angoissé, ça peut d'autant plus l'exciter. Donc, au contraire. Non. Ça, j'ai compris, oui. Donc, au contraire, à la limite, votre mari va le trouver. S'il ne s'agit pas de faire un esclandre, il ne s'agit pas du tout de faire un esclandre. Il va le trouver même en dehors de son épouse. Laissez l'épouse en dehors de tout ça. Elle ne veut pas voir à qui est son mari. Elle n'a peut-être pas mesuré cet aspect-là de sa personnalité ou elle est dans un déni, peu importe. Il ne s'agit pas d'aller, parce qu'elle va s'en mêler, ça va hurler, il n'arrivera à rien. Il faut qu'il chope, entre guillemets, cet homme, qu'il interpelle quand il est seul, qu'il soit très ferme, mais un ton assez quand même menaçant, assez ferme, en disant « Maintenant, vous arrêtez votre petit manège ». Il n'est jamais seul maintenant. Oui, enfin, il y a bien des moments où il est seul, écoutez. Il n'est pas toujours accompagné de son épouse et il y a bien des moments où il est seul. Quand on veut, on peut. Et lui dire « Je vous demande maintenant d'arrêter. Si vous n'arrêtez pas, on a bien compris votre petit manège. Si vous n'arrêtez pas de harceler mon épouse, nous déposons une plainte au commissariat. » Oui, non, mais c'est devenu un jeu pour lui. Alors, donc vous vous mettez terme à ce... oui, mais d'agir par ailleurs. Ah, quand même. Vous rentrez... Ah bah oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. Voilà. D'accord. Mais faites intervenir votre mari. Mettez un homme au milieu. Voilà. Et sinon, ce genre de personnage pervers, là, comment fonctionne-t-il? Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. Mais ça va pas très loin en général. Hein. Je vous dis, c'est pas des grands courageux. Hein. Ouais. Vu ce que vous décrivez, c'est quelqu'un qui, il semble être un peu voyeur, il vous observe. Voilà, à un moment, il s'est un voyeur et un peu exhibitionniste puisqu'il s'est masturbé devant vous. Ouais. Et pourquoi devient-on voyeur? Écoutez, alors ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça changerait pour vous de comprendre pourquoi, comment? Vous voyez, qu'est-ce que ça changerait à la situation? J'aime comprendre. Oui, écoutez, ça ne va pas changer le comportement de cet homme. Hein. Mais c'est l'ennui, c'est quoi? Non, c'est pas l'ennui. Parce que sinon, si tous les gens qui s'ennuyaient étaient, s'exhiber, se masturber, il y aurait du monde. Hein, il y en a déjà pas mal. Donc, non, c'est pas... Les fantasmes, ça se construit, c'est des mécanismes inconscients qui se construisent dans l'enfance, de tout ce qu'on a emmagasiné comme émotion, comme sensation. On a tous au fond de nous un peu des tendances à minima, voyeuristes et exhibitionnistes. Certains sont plus développés que d'autres et chez certains, ces tendances sont très, très intenses, d'où les exhibitionnistes qui, en général, ne sont pas dangereux. Ce qu'ils aiment, c'est justement susciter un peu la peur, l'effroi quand ils s'exhibent comme ça, mais ça ne va pas plus loin. Et les voyeurs, ça peut être quelque chose qu'ils ont perçu dans leur enfance, assister à
à des ébats sexuels de leurs parents, à quelque chose qui les a marqués et qui a créé une très vive émotion, une très forte sensation qui s'est imprimée en eux et qui fait que leur fantasmatique érotique s'est développée autour de cela. Donc c'est quelque chose qui se construit de toute façon dans l'histoire de chacun et qui après il y a un point de fixation. Mais si vous voulez, c'est vous, comme le dit Brigitte, ne vous accrochez pas trop à ce mot pervers qui semble vous faire peur et du coup vous tétanisez un peu, vous comme si oh là là j'ai affaire à un pervers, donc attention danger. Moi dans ce que vous décrivez, je perçois pas un très grand danger. Je comprends que ça soit très pénible pour vous, oui, voilà, vous sentir c'est pénible, c'est fatigant. Je perçois pas vraiment un danger. C'est quelqu'un qui, c'est pénible cette attitude. Donc, mais je vois pas quelqu'un d'un très grand courage. Et je pense que le fait de faire intervenir votre mari fermement, en lui disant, écoutez, maintenant vous arrêtez votre petit manège, on va déposer une plainte sinon. Si je vous revois harceler ma femme comme vous le faites, mais il y aura pas devant lui, oui. Mais écoutez, vous parlez à votre mari en principe. Ah bien sûr. Bon, ou alors, sinon, s'il pense que votre mari n'intervient pas, c'est que vous rentrez dans son jeu. Donc, vous en parlez à votre mari et votre mari va le voir. D'accord ? Voilà. Bon, écoutez, vous m'avez éclairci. Enfin, il faut surtout pas. C'est dire que je suis fatiguée parce que ça dure depuis un certain temps. Voilà, donc ne vous laissez pas... j'avais besoin d'éclaircissement. Donc, à votre avis, c'est pas la peine que j'y accorde plus d'importance que ça, finalement. C'est pas ce que je vous dis, hein. C'est pas ce que je vous dis du tout. Je vous dis que il faut justement intervenir pour que ça cesse. Ouais. D'accord ? Mais que vous n'en ayez pas peur, comme vous semblez, voilà, ça me paraît pas quelqu'un de dangereux dans ce que vous décrivez. Je comprends que ça soit pénible, donc il faut mettre un terme à ces agissements, mais à mon avis, l'intervention de votre mari, ça peut le calmer. Et si ça ne suffit pas, vous déposez une plainte, il sera convoqué. À mon avis, un rappel à la loi suffira à le calmer. Ouais, d'accord ? Il sera dans le déni. Mais peu importe, il y aura un rappel à la loi. Vous anticipez trop là. Ah ouais ? Oui, vraiment. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y en a. Ah d'accord. Bon, vraiment. C'est déjà... oui, vraiment. C'est exactement l'impression. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs je vous appelais. Il y a des solutions. J'avais l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais si. Vraiment. Oui, vraiment. D'accord. Voilà, il suffit d'agir. D'accord. Et ne pas vous laisser comme ça pétrifier. D'accord ? D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, Marie. Alors, il y a First Lisa qui dit moi j'ai une autre idée pour Marie à propos de son voisin pervers. Il y a le mari, certes, elle est déposée plainte. Ou peut-être appeler André et qui lui jette un mauvais sort. Le pauvre André, s'il écoute. Il y a Violaine aussi qui dit ça m'a fait penser le témoignage d'André à un proverbe chinois. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière, attends, et bientôt tu verras le corps de ton ennemi passer. Voilà ce qu'on peut conseiller à Marie, d'aller s'asseoir au bord de la rivière. Non, on va pas prôner la vengeance. Pas dans cette émission, les amis, quand même. Pas dans cette émission, la solidarité avant tout. Allez, et puis il y a Violaine qui dit « Oh, vous n'êtes sûrement pas la seule à qui il fait sa petite exhibition. En général, ils sont inoffensifs, c'est ce qu'il faut bien vous dire. Moi, je suis sûre que ce voisin, mon ami en va rendre service, va dans les maisons et tout, et puis de temps en temps, ça dérape un peu. Si elle faisait sa petite enquête, j'en suis également certaine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sandrine. Je suis contente que vous me preniez. Mais moi aussi. Je vous appelle. Et ma foi, je vous aime beaucoup, quoi. Oh, c'est gentil. Vous voulez me lire un petit texte avant que je parte en vacances ? Oui, pour vous, pour des bonnes vacances que vous allez passer. C'est adorable. Alors, il faut y aller tout de suite, me dit Fifi, parce que, c'est vrai, il y a moins d'une minute. J'espère que c'est pas trop long. Alors. Oui. Alors, la vie d'une vie avisée doit être pour tous une gloire évidente. La vie d'une vie avisée, comme gloire et beauté recherchée à chaque instant, petit moment de bonheur, grande joie de la vie d'une vie avisée. Glorifiée par la beauté éternelle comme résurrection trouvée, à tous, j'aimerais, j'aime et j'aimerai. Mon cœur acquis, la vie d'une vie avisée, enchante en vie âgée, les vieux comme ses enfants. L'émerveillement de ma personne face à tant de plaisir à vous voir heureux me dit « continue ». Voilà,
Mais merci beaucoup Sandrine pour cette impro, bravo à vous. Jeanne me dit que vous écrivez beaucoup de textes, que vous appelez très souvent et vous n'aviez pas eu encore l'occasion de nous les faire partager. Donc voilà, c'est mon petit cadeau avant que je parte en vacances. Je vous embrasse très fort, merci Sandrine. Et continuez alors à écrire comme ça des jolis textes pendant vos vacances. Je vous embrasse Sandrine, merci beaucoup, au revoir. Excellentes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Sinon, bon courage à vous. Prenez bien soin de vous. En tout cas, dès dimanche, c'est Caroline Veil que vous retrouverez à ce micro. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche 25 août. Je vous embrasse très fort. Bel été à vous.